Latte. Voici une histoire terriblement banale. Un homme qui en tue un autre parce qu'il lui a piqué sa femme. Ça se passe en novembre 2021, en Moselle. Mathieu Courneroux tue Fabrice Neumetzler à coups de pied de biche à la tête. Et après, pour ne laisser aucune trace, il met le feu à sa voiture avec le cadavre à l'intérieur. Ouvrons ensemble la code B du dossier d'instruction de Mathieu Courneroux. Europe 1, Christophe Ondelatte. Dans le système judiciaire français, le dossier d'instruction contient un sous-dossier appelé Cote B. Il rassemble les rapports des experts psychiatres, psychologues et de l'enquêteur de personnalité. Ouvrons l'un de ces dossiers. Ondelatte raconte. Cote B sur Europe 1. Le 20 novembre 2021, en Moselle, les pompiers sont appelés pour un incendie de voiture sur le bord d'une petite route de Florange. La voiture est encore fumante quand un pompier dit stop. Oh les gars, on arrête tout. Il y a un cadavre dans le coffre, ok? On arrête, on appelle les flics. Les policiers identifient le cadavre. Il s'agit de Fabrice Neumetzler, 30 ans, un chauffeur-livreur sans casier. Et très vite, ils découvrent l'histoire qui se cache derrière ce meurtre. Depuis un mois, la victime avait une nouvelle petite amie, Aurélie, laquelle avait passé 17 ans avec un autre homme, un certain Mathieu Courneroux, avec lequel elle avait une petite fille. Et d'entrée, cet ex devient le suspect numéro 1. Et après 3 semaines d'enquête, il est arrêté. Monsieur Courneroux, bonjour, police judiciaire. Je vous informe que vous êtes placé en garde à vue à dater de cet instant. Il est 13h30. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous me voulez? Vous le découvrirez bien là, c'est tout. Allez, on vous amène au poste. Il est serein autant qu'on peut l'être lorsque l'on est placé en garde à vue. Maître Ulysse Gobert, avocat de Mathieu Courneroux. Fort heureusement, c'est pas si fréquent que ça, normalement, que l'on soit placé en garde à vue. Mais il est confiant, il m'explique qu'il sait de quoi il en retourne. Il avait déjà été auditionné en tant que témoin antérieurement, comme beaucoup d'autres dans le dossier. Et qu'il m'explique tout de suite qu'il sait pourquoi les enquêteurs se tournent vers lui, mais qu'il n'y a pas à s'en faire. Il a eu effectivement un contact avec la victime, mais rien de plus, et que ça va aller, l'audition. Bien, monsieur Courneroux, on a des images de vidéosurveillance. On vous voit le soir des faits, devant le domicile de Fabrice, vous lui crevez un pneu. Puis vous l'attendez et vous le suivez. On a tout ça en vidéo, monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Forcément, il s'est arrêté à cause de son pneu crevé. Et je l'ai remonté. Et on a discuté. Je voulais savoir où il en était avec Aurélie. Mais très vite, ça a dégénéré. On s'est bagarré. Puis voilà, c'est tout. Je suis rentré chez moi. J'avais le nez en sang. Et j'avais les côtes cassées. Et après? Mais après, rien. Ça tient pas debout, votre histoire, monsieur. Je vous conseille de bien réfléchir pendant la nuit. Et c'est finalement le lendemain que ça se décante. Je le retrouve dans les geôles de l'hôtel de police de Metz. Très rapidement, on fait le point de son initiative de me dire, voilà, j'ai réfléchi et je veux dire la vérité. Voilà. Oui, j'ai suivi Fabrice. Mais je voulais pas le tuer. Je voulais qu'on s'explique. Mais ça a dégénéré, c'est parti dans les tours. Il m'a dit qu'il avait couché avec Aurélie. Il a sorti un pied de biche, mais moi j'ai réussi à lui prendre. Et je l'ai frappé jusqu'à en avoir mal au bras, je vous jure. Et puis voilà, j'ai mis le corps dans sa voiture. Et j'ai mis le feu.
Sans doute la fin du mystère dans la mort de Fabrice Neumetzler à Florange en Moselle. Après 4 mois d'enquête, Mathieu Courneroux a été mis en examen par la juge d'instruction pour assassinat, rivalité amoureuse ou crime crapuleux. On ne connaît pas encore les motivations exactes de son geste. La suite de l'instruction devrait déterminer dans les semaines qui viennent les raisons pour lesquelles Mathieu Courneroux en voulait à Fabrice Neumetzler. Mathieu Courneroux est incarcéré, mais ça se passe mal. En rétention, il n'a qu'une idée, se suicider. Je le rencontre à la maison d'arrêt de Metz, dans le service où je travaille. Docteur Guillaume Vlaminck, expert psychiatre. C'est quelqu'un qui est plutôt fin, pas de signe d'incurie, il est propre sur lui, les cheveux décolorés, on rentre en relation facilement avec lui, hein, il va échanger avec nous, son discours il est cohérent. Par contre, c'est aussi un élément qui m'a marqué, c'est-à-dire que quand je le rencontre, il vient quand même d'être mis en examen pour avoir tué le compagnon de sa compagne, et quand on lui dit mais vous êtes toujours en couple avec madame, lui il me dit oui, mais moi c'est toujours ma femme. Nous, ça nous interpelle parce qu'il y a quand même une réalité pragmatique, des conséquences judiciaires qui vont en découler. Donc la capacité qu'il a, en tout cas à ce moment-là, à prendre du recul sur la gravité des actes est quand même assez limitée. Il va être plutôt auto-centré, les affects vont être surtout centrés sur les conséquences de ses actes pour lui-même, il va très peu évoquer la victime. Il a quand même du mal, hein, même si on lui tend la perche, à pouvoir considérer les conséquences des actes pour autrui. Autrement dit, c'est la notion de la culpabilité. Code B37, expertise psychiatrique du docteur Guillaume Vlaminck. Lorsque nous évoquons les conséquences de ces actes, M. Courneroux évoque de façon spontanée la victime, mais avec un détachement affectif qui est présent durant toutes les opérations d'expertise. Concernant l'évocation du corps de la victime après les coups portés, il dit « Je me suis vomi dessus, je me suis fait pipi dessus, j'ai mis le corps dans la voiture, je savais pas quoi faire, j'ai paniqué, j'avais encore envie de vomir. » Et Monsieur Courneroux, quand on regarde un petit peu qu'est-ce qu'il a fait dans les suites de son passage à l'acte, comment ça s'est passé, pas d'état dépressif, il reprend sa vie sentimentale, sexuelle, une capacité à mettre à distance la gravité des actes posés, ça n'a pas impacté son fonctionnement. C'est un classique. Pour comprendre la personnalité de Mathieu Courneroux, la juge d'instruction gratte du côté de son enfance. Comme souvent, Mathieu Courneroux n'a pas été gâté. À 1 an, son père abandonne tout le monde. Et sa mère plonge dans une profonde dépression. Et ce sont ses grands-parents maternels qui vont l'élever. Il faudra plusieurs années à sa mère pour remonter la pente. Après quoi, elle rencontre un nouvel homme avec lequel elle a 3 autres enfants. Alors il a des liens au sein de la famille recomposée. Docteur Guillaume Vlaminck, expert psychiatre. Ce qui est assez significatif, c'est que ce beau-père, qui aurait pu finalement prendre la figure paternelle, ne l'a pas fait, bien au contraire, parce qu'en fait c'est quelqu'un qui s'est révélé très violent, notamment sur le plan du système éducatif. Et lorsqu'on évoque la notion de la violence avec Monsieur Courneroux dans son enfance, il va avoir tendance à la minimiser, voire à la nier. Donc c'est sa mère qui a eu la garde, mais en fait c'est pas véritablement elle qui l'a élevé, c'est les grands-parents qui s'en sont occupés. Ça, c'était l'enfance de Mathieu Courneroux, élevé avec beaucoup d'amour de la part de ses grands-parents. Maître Lise Gobert, avocat de Mathieu Courneroux. Avec sa mère biologique et son beau-père, occupant autant que faire se peut ce rôle de parent, mais à la dure. Et puis avec des frères et sœurs, et finalement ça apparaît à tout moment, et ça Mathieu Courneroux me le dit toujours, chacun faisait sa vie et ne se préoccupait pas réellement de la vie de la fratrie ou de la vie
des autres. Mathieu Courneroux est très taiseux sur sa jeunesse. Finalement, quand il me parle de sa vie, il me parle de sa vie à partir du moment où il se met en couple très jeune, à ses 18, 20 ans à peine, avec la mère de sa fille. Code B43. Expertise psychologique de Cécile Guillon. Au niveau sentimental, Mathieu Courneroux évoque une première copine à l'âge de 17 ans. À 20 ans, il rencontre Aurélie, qui n'a que 15 ans. Mathieu Courneroux parle d'une relation fusionnelle et 8 ans plus tard, naît leur fille. Si on écoute Monsieur Courneroux, il nous vend une vie idyllique. Il nous explique que non, il n'y a pas de violence physique, il n'y a pas de violence psychologique. Quant au conflit, je cite, non, il n'y en a jamais. Et donc effectivement, Mathieu Courneroux idéalise sans doute sa relation conjugale avec Aurélie. Mais à côté de ça, il y avait de la jalousie des deux côtés. Il y avait une forme évidente de dépendance affective entre l'un et l'autre, et cette dépendance est réciproque. C'est sans nul doute une relation toxique. Plus que de l'emprise, c'est plus une dépendance affective. Nous, ce qui nous interroge, d'autant plus qu'il nous explique qu'il y a eu 2 séparations qui sont significativement différentes. Parce que la première, c'est lui qui prend la décision de partir. Donc c'est lui qui contrôle le fait qu'il quitte sa compagne. C'est en 2018, parce qu'il vient de perdre son travail, il a rencontré quelqu'un d'autre, et donc il décide de rompre. Puis finalement, ça se passe pas comme il veut. Et puis il retourne voir Aurélie, puis il nous explique que non, finalement, je l'aimais, elle m'aimait, donc on s'est remis ensemble. Alors que la deuxième relation, donc c'est celle qui a lieu un peu avant les faits, là c'est dans un contexte très différent, puisqu'en fait c'est Madame qui décide de le quitter. Code B44. Expertise psychologique de Cécile Guillon. Après une infidélité de Mathieu Courneroux, le couple se sépare et Monsieur Courneroux laisse la maison à sa femme. La jeune femme entame alors une relation avec Fabrice Neumetzler, un collègue de travail. En apprenant cette liaison, Mathieu Courneroux explique avoir fait une crise d'angoisse. Il évoquera un choc, une trahison et un cauchemar. Fabrice, je te préviens. Tu fais ce que tu veux avec Aurélie. Mais je veux pas que tu fréquentes ma fille, sinon ça ira mal. Ok ? T'as compris ? Bah, très bien, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je verrai Aurélie quand ta fille sera pas là, puis c'est tout, si c'est ça que tu veux. Donc il va se plier à ça. Pour lui, il cherche pas d'histoire, il comprend. Il se dit, ça passera. Maître Alexandre Bernard, avocat de la famille de Fabrice Neumetzler. Alors Mathieu Courneroux a cette particularité de n'avoir jamais et de ne jamais laisser cette histoire de côté. Ça va devenir pour lui quelque chose d'obsessionnel. Il va comme ça jeter une sorte de toile et rester en permanence à l'affût et devenir obsédé par l'idée de cette relation qui est en train d'apparaître entre Fabrice et Aurélie. On de la raconte, Code B, la suite de votre épisode. Pendant 3 semaines, Mathieu Courneroux rumine sa haine contre Fabrice. Et le 20 novembre 2021, il décide d'aller le voir. Il veut une explication. Pour lui, il considère toujours que Aurélie est sa compagne. Docteur Guillaume Vlaminck, expert psychiatre. Et donc ne peut accepter que monsieur Fabrice Neumetzler ait fait sa vie avec Aurélie.
Donc pour lui, c'est toujours son objet et la façon qu'il a de pouvoir considérer que ce n'est plus le cas, en fait, il ne le considère pas. Pour lui, il a toujours pas admis qu'il y avait eu une séparation. Code B46. Expertise psychologique de Cécile Guillon. Au niveau narcissique, l'émergence d'une blessure ancienne avec un sentiment d'humiliation a pu déclencher le passage à l'acte de M. Cournereau. Le besoin de savoir, de comprendre ce qui est impossible à imaginer pour lui et peut le mettre dans un état de détresse psychologique important, à savoir le fait d'être si facilement exclu, si facilement remplacé, voire abandonné. Après avoir fait un stratagème pour pouvoir discuter avec la victime, il expliquera, je cite, « Il a voulu me remplacer, ça a commencé à me mettre en colère. » Et ce qui aurait amené en fait au premier accès de colère, c'est que d'après lui, la victime serait rentrée dans des détails intimes de ce qu'il pouvait faire avec Aurélie. Je cite, « Il m'a dit qu'il l'avait pris dans le lit, qu'il lui en avait mis plein dans la bouche. Ça m'a rendu fou et je l'ai tapé. » Donc ce que nous explique Monsieur Cournereau à ce moment-là, c'est que finalement il prend conscience que là on n'est plus juste dans la relation amicale, voire affective pour laquelle il est potentiellement susceptible de comprendre, mais que là il y a des vrais rapports charnels et que il a perdu sa place dans le lit conjugal. Et en plus, lui explique que il le remplace et il le remplace bien, voire mieux que lui. Et à ce moment-là, sur le plan narcissique, pour lui, il y a une incapacité à pouvoir considérer ça. Et de ce qu'il nous explique, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a un déclic et qu'il est plus en mesure de se contrôler. Nous, ce qu'on imagine, c'est évidemment que Mathieu Courneroux a prévu tout ça. Maître Alexandre Bernard, avocat de la famille de Fabrice Neumetzler. Mathieu Courneroux arrive et il n'y a pas de temps de discussion, il n'y a pas de mots échangés. Je pense qu'il arrive muni de son pied de biche, il le frappe. Le premier coup est déjà fait avec une telle violence et ensuite il va y avoir l'acharnement, notamment sur le visage de Fabrice, toujours dans cette volonté de le faire disparaître, d'enlever son existence, de l'effacer totalement. Code P25. Expertise psychiatrique du docteur Guillaume Vlaminck. Mathieu Courneroux est un individu n'ayant pas recours habituellement à l'impulsivité, à l'intolérance à la frustration ou à la violence pour régler un conflit. Mais il peut avoir tendance à réduire l'autre à une position d'objet afin de ne pas perdre le bénéfice de la relation. Dans ce cadre, la perte de contrôle a pu motiver notamment la surveillance et des difficultés à se projeter sans le tiers dépositaire de ses émotions. Monsieur Courneroux ne présente pas de troubles de la personnalité, notamment ce qu'on appelle psychopathique, dissocial, état limite ou narcissique, mais effectivement il a des caractéristiques de personnalité qui sont finalement les conséquences de l'environnement dans lequel il a évolué durant l'enfance, et notamment de grandes difficultés à gérer ses émotions dans une promiscuité affective, et où finalement la seule façon qu'il a de gérer ses émotions dans ce creuset familial, c'est de mettre en place des mécanismes de contrôle, voire éventuellement d'amener à de la violence de façon circonstancielle. Code P26. Expertise psychiatrique du docteur Guillaume Vlaminck. Il n'existe pas d'éléments en faveur d'une personnalité paranoïde. En revanche, si la surveillance et le contrôle perdurent dans le contexte psycho-affectif, les risques de récidive ou de débordement émotionnel dans des conditions similaires restent majeurs. Sa dangerosité, elle est circonscrite à la sphère psycho-affective et que jusqu'au moment du passage à l'acte, il n'a jamais été véritablement confronté à la séparation, à l'abandon, sauf quand lui avait le contrôle. Mais en tout cas, en fin d'année 2021, c'est la première fois de sa vie où il est confronté à une situation sur le champ affectif où il ne contrôle plus, où c'est plus lui qui a les clés finalement de la vie conjugale et de la fin de cette vie.
Et c'est ce qui peut expliquer pourquoi, à ce moment-là, pour lui, c'est la première fois qu'il est confronté à cette situation et que ça va amener à ce déchaînement de violence, mais également à des processus qu'on retrouve de façon globale dans les difficultés conjugales. Mais au-delà de la sphère familiale, c'est effectivement pas quelqu'un qui peut présenter une dangerosité majeure. Quatre ans après avoir tué Fabrice Neumetzler, Mathieu Corneroux est jugé pour assassinat par la cour d'assises de Moselle. Dans le box, il est méconnaissable. Cheveux rasés, catogan sur le crâne. Mesdames et messieurs, la cour, faites entrer l'accusé. C'est quelqu'un qui va être discret. Maître Alexandre Bernard, avocat de la famille de Fabrice Neumetzler. Il va pas montrer grand-chose, il va régulièrement avoir les yeux qui vont regarder au sol. Il attend un peu que les choses se passent. On a l'impression qu'il est là parce qu'il a reconnu avoir tué Fabrice. On a l'impression qu'il imagine que c'est suffisant et il imagine qu'il n'a pas besoin de s'expliquer plus. Donc il va pas forcément comprendre l'enjeu de tout ce qui se passe. En tous les cas, il y a pas d'émotion particulière. Alors moi, quand je vois Monsieur Corneroux, donc j'arrive un peu en avance dans la salle d'assises, donc je m'assieds au premier rang. Docteur Guillaume Vlaminck, expert psychiatre. Et en fait, j'aurais pas reconnu Monsieur Corneroux. Moi, quand je l'ai vu en 2022, donc quasiment 2 ans et demi avant son procès, c'est un jeune homme qui est plutôt frêle, qui a les cheveux blancs, décolorés. Je le vois dans le box, il est plutôt grand, effectivement, le crâne rasé avec une queue de cheval en catogan. Moi, je l'aurais pas reconnu là comme ça sur le coup. Effectivement, il va reconnaître un certain nombre d'éléments qui lui est apposé par la présidente dans ses questions ou par les parties, mais avec quand même une certaine tendance à rationaliser et à essayer de se déculpabiliser en expliquant oui, mais bon, j'étais dans une situation, oui, mais bon, c'était la femme de ma fille, donc je voulais savoir ce qui se passait, etc., etc. Madame, vous êtes donc l'ex-compagne de l'accusé, vous avez vécu 17 ans ensemble et vous avez une fille avec lui. Avant de vous interroger, voulez-vous au préalable nous faire une déclaration spontanée? Oui? Si vous voulez, mais je sais pas trop quoi vous dire, moi. J'ai rien à ajouter par rapport à tout ce qui a été dit. Vous pouvez me poser des questions? Et je répondrai. Elle va répondre aux questions, mais elle va répondre presque scolairement. Elle va répondre aux questions qu'on lui pose, ni plus ni moins. Il y aura une économie de mots parce qu'elle va pas parler comme ça pendant des heures. Faudra régulièrement revenir, lui poser une succession de questions. Et puis, quand les choses deviennent plus concrètes, sur notamment le fait qu'elle puisse savoir que Mathieu aurait pu être l'auteur de la mort de Fabrice, elle répond, mais c'est toujours sur le même ton. Et à ce moment-là, on sent que elle était déjà pas très ouverte sur la communication, mais elle se referme encore plus et elle va répondre par des oui. Et c'est tout ce qu'on aura réussi à obtenir. Maître Bernard, vous avez la parole pour la partie civile. Madame, vous avez eu un comportement lunaire. On vous demande si vous saviez que Mathieu avait assassiné Fabrice avant que la police l'interpelle, et vous répondez à côté. Je trouve ça hallucinant, madame. Il n'y avait pas une émotion. De temps en temps, des yeux qui se levaient un peu au ciel. Il n'y avait pas l'ombre d'une émotion véritable et sincère. En tous les cas, on ne le sentait pas. On n'a pas senti la moindre empathie qui pouvait ressortir. C'était glaçant.
on sentait bien qu'elle n'était pas claire et qu'il n'y avait rien à en tirer. Sa parole était particulièrement attendue et à minima, la seule chose dont tout le monde pourra se satisfaire, c'est qu'elle a reconnu avoir une responsabilité à minima morale dans tout cela. Ce qui est certain, c'est qu'elle en savait plus que ce qu'elle nous en a dit. Et pour quelle raison? Ça, on n'a absolument aucune explication là-dessus. Code B47. Expertise psychologique de Cécile Guillon. Mathieu Courneroux présente des failles de construction identitaire qu'il tente de dissimuler, ainsi que des traits de personnalité dépendante et obsessionnelle. S'il semble regretter son geste et éprouver de la culpabilité, un suivi socio-judiciaire peut être proposé avec un suivi psychologique ou psychiatrique. Si Mathieu Courneroux ne présente aucune maladie psychiatrique ou maladie psychologique, n'en demeure pas moins que sa dangerosité existe et existera s'il se retrouvait dans les mêmes circonstances. Il y a un vrai travail à faire pour qu'il puisse réparer les failles de sa personnalité, notamment par le biais sans doute de psychothérapie, de choses comme ça, pour qu'on puisse être sûr que oui, il ne récidiverait jamais. C'est la seule inquiétude qu'il a encore, c'est pas de se reconstruire plus tard, c'est un peu de raccrocher les wagons avec sa fille, espérer qu'elle lui pardonne, espérer avoir une relation père-fille plus tard quand elle viendra, et de ne pas avoir définitivement perdu finalement ce seul lien qu'il aura encore avec le passé. Mathieu Courneroux est condamné par la cour d'assises de Douai à 30 années de réclusion criminelle, sans période de sûreté. La préméditation n'a pas été retenue et il n'a pas fait appel de sa condamnation. Et voilà comment se termine ce numéro de La Traconte version Code B. Rédaction en chef Guillaume Maury, enquête aujourd'hui de Vincent Deby, réalisateur Pierre Casalo. Retrouvez On de la Traconte Code B tous les vendredis dès 6h sur votre plateforme de podcast.